Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus donc à cette rencontre avec Anna Lambert. Donc je remercie d'avoir accepté déjà l'invitation. Donc cette rencontre est organisée par l'association Rencontres et Débats Autrement. Donc c'est une association que j'ai co-créée avec mon ex-compagne Britt, donc il y a une vingtaine d'années. Et c'est la 324e rencontre. Je tiens surtout aussi d'abord à remercier la Fondation Lucien Paille, le lieu donc dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est magnifique, et donc par même sa directrice, donc Julie Pégini. Je vais faire une petite présentation d'Anne, et bon, si il y a des choses qui manquent ou je fais des erreurs, vous corrigerez, mais j'ai essayé de faire au mieux. Donc vous êtes maîtresse de conférence en philosophie à l'Université Paris 8. Vous faites partie aussi du CNN, du Conseil national du numérique. Et vous avez travaillé avec Bernard Stiegler dans le cadre de divers projets, dont Territoire apprenant contributif en Seine-Saint-Denis, que j'avais suivi il y a quelques années, et le collectif Internation. Vous êtes auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages, dont Bifurqué, donc, qui est un ouvrage qui a été dirigé par Bernard Stiegler, mais avec le collectif Internation. Co-écrit pareil avec 3 autres personnes, Prendre soin. En fait, c'est un livre en hommage à Bernard Stiegler après son départ. Ensuite, vous avez créé un dossier avec le CNN, Comité national du numérique. Donc, ça a été porté par vous-même et Olga Koskagina. Ça, c'était en 2022. En 2023, Penser l'humain et la technique. Alors là, je n'ai pas les exemplaires. Et Schizophrénie numérique. En 2024, vous avez coécrit avec Gaël Giraud, Le capital que je ne suis pas. Et en 2025, vous avez écrit vous-même 2 ouvrages, dont le premier, c'est Penser avec Bernard Stiegler, donc, où vous expliquez la pensée de Bernard Stiegler. Et personnellement, donc, moi, je l'ai bien connu, et je dois avouer qu'à l'époque, j'étais souvent largué, et il n'était pas toujours simple dans ses explications. Mais là, je ne vais pas dire que j'ai tout compris, mais j'ai compris beaucoup de choses, et c'est vraiment clair, explicite et à la portée de beaucoup. Donc je recommande, Penser avec Bernard Stiegler. Et l'ouvrage pour lequel vous êtes venu donc aujourd'hui, De la bêtise artificielle, donc en opposition à l'intelligence artificielle. Je vais en poser un certain nombre de questions que j'ai préparées. Donc dans votre ouvrage, en fait, vous commencez par un historique en fait de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous le résumer assez rapidement Voilà. Alors, bonsoir à tous et toutes et merci beaucoup pour cette invitation et pour cette présentation. Alors, effectivement, disons que dans ce livre qui s'intitule « De la bêtise artificielle », c'est un titre un petit peu provocateur qui a fonction à interroger en fait justement cette notion d'intelligence artificielle. Donc je reviens un petit peu sur l'origine de ce terme. Souvent on date l'origine de la notion d'intelligence artificielle à la conférence de Dartmouth qui a lieu en 1956 aux États-Unis. Et dès son origine, en fait, le mot intelligence artificielle pose problème parce qu'en réalité, il a plutôt une vocation promotionnelle. C'est un terme qui n'est pas vraiment scientifique. Il y a des débats parmi les chercheurs à l'époque et notamment un autre terme alternatif qui est proposé, c'est celui de traitement automatique de données. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, ça donne l'impression qu'on va parvenir à recréer des fonctions de l'esprit humain dans des machines. Et donc, évidemment, c'est plus vendeur et ça permet à ces chercheurs, à ces acteurs de l'époque qui viennent en fait du champ de l'informatique, des sciences cognitives
et de l'ingénierie, disons, ça va leur permettre de demander et d'obtenir des financements. Et en fait, c'est un petit peu selon ce principe aussi de l'économie de la promesse que vont se développer ces technologies. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours de promettre des choses qui paraissent un petit peu, des choses qui paraissent à la fois impossibles et qui vont donner lieu, disons, à des espèces de fantasmes, comme l'idée de pouvoir créer des esprits numériques complètement autonomes ou des super intelligences. On nous parle aujourd'hui beaucoup de super intelligence ou d'intelligence artificielle générale. Si vous écoutez les discours de certains patrons d'entreprises technologiques, comme Sam Altman, qui est le directeur général de OpenAI, qui est l'entreprise qui produit ChatGPT, ou du côté chinois, le directeur général de DeepSeek, en fait, à chaque fois, vous avez ces discours qui consistent à faire une sorte de course jusqu'à une super intelligence artificielle, jusqu'à une intelligence qui serait générale, qui serait capable de dépasser les capacités humaines. Et ça, en fait, moi, je soutiens que c'est un point de vue qui relève pas vraiment de la science, en fait, qui relève plutôt d'une idéologie, parce que cette idée de super intelligence ou de singularité technologique, ce point de bascule où les machines vont être capables de penser ou vont être capables d'effectuer toutes sortes de tâches que les humains n'étaient pas capables d'effectuer, etc. En fait, c'est une idée qui était très importante dans le discours transhumaniste depuis les années 90, je dirais, et qui sert en réalité, selon moi, qui repose en fait sur des tendances à anthropomorphiser les machines. Donc on va parler d'esprit numérique, d'intelligence artificielle, d'agents conversationnels, d'apprentissage automatique. Donc on va attribuer toutes sortes de capacités psychiques, mentales, intellectuelles, comme l'intelligence, la pensée, l'apprentissage, à des dispositifs technologiques en réalité, qui sont en général des machines à calculer ou des systèmes de calcul parfois très complexes, qui calculent des quantités massives de données, mais néanmoins, voilà, il y a une sorte de confusion entre la pensée, l'intelligence et le calcul. Et ça, c'est quelque chose qu'un certain nombre de philosophes, sur lesquels moi j'ai beaucoup travaillé, comme Gilbert Simondon, Georges Canguilhem, qui écrivaient dans les années... dans les années 60, disons, et puis jusque dans les années 80, en fait, cette assimilation entre la pensée et le calcul, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup critiqué, qu'ils ont beaucoup déconstruit d'une certaine manière, parce qu'ils écrivaient à l'époque déjà, disons, de la cybernétique, puis des sciences cognitives, de l'intelligence artificielle. Et donc je me suis intéressée dans le début du livre justement à ces critiques un peu philosophiques de ce paradigme de l'intelligence artificielle. Donc des auteurs en fait qui vont nous engager à éviter les analogies entre la machine et l'esprit, entre le cerveau et l'ordinateur, etc. Voilà. Donc comment sont générées en fait les datas avec lesquelles l'intelligence artificielle travaille ? En fait, ça dépend beaucoup de quel système technologique ou numérique on parle, parce que l'intelligence artificielle, en fait, c'est un terme qui veut un peu tout et rien dire, si vous voulez. Mais les intelligences artificielles génératives que nous utilisons aujourd'hui, en fait, elles sont fondées sur, elles sont entraînées, disons, les modèles, ce qu'on appelle les grands modèles de langage, sont entraînés sur d'énormes quantités de données qui viennent d'Internet, en réalité. Donc après, vous pouvez concevoir et développer des plus petits modèles dans lesquels vous allez contrôler le jeu de données, vous allez entraîner les algorithmes sur tel ou tel type de données. Mais disons, les intelligences artificielles génératives grand public que nous utilisons pour, je sais pas, générer des textes ou faire des recherches d'informations parfois, parce que maintenant ces dispositifs-là sont en train de se substituer progressivement aux moteurs de recherche. Ces intelligences artificielles-là, en fait, elles sont entraînées sur toutes les données qu'elles ont trouvées sur Internet. Et d'ailleurs, on ne sait pas vraiment lesquelles, parce que la plupart du temps, il n'y a pas de transparence. C'est-à-dire que les entreprises qui produisent un dispositif comme ChatGPT, par exemple, ne sont pas, en tout cas pas encore tenues d'expliquer sur quelles données elles ont entraîné leur système. Ça pose toutes sortes de problèmes. Bon, il y a évidemment un premier problème qui est le fait que les données qui nourrissent ces dispositifs sont des données qui ont été produites
par toutes sortes de personnes, d'individus comme vous et moi, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur une encyclopédie collaborative comme Wikipédia, par exemple, et puis aussi les données qui constituent des œuvres d'art, des œuvres culturelles, voilà, de la musique, des films, des photos, des images, etc. Et en général, il y a aussi toutes les données de la presse, bien sûr, des journaux, etc. Et en général, ces données, elles ont été utilisées sans autorisation de la part de ceux qui les ont produites et sans rémunération de ce travail de production des données. Donc dans certains cas, c'est peut-être pas vraiment un problème, mais si ce sont, par exemple dans le cas de Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative qui a impliqué énormément de contributeurs. Ça n'aurait pas de sens de les rémunérer un à un, mais en même temps, c'est très problématique que cette encyclopédie se voit pillée d'une certaine manière par des services privés, par des entreprises privées qui vont avoir voilà, des valeurs boursières extrêmement importantes. Donc, si vous voulez, il y a un problème dans la question de la redistribution des richesses à travers ce développement, le développement de ces nouveaux services ou produits numériques. Et puis ensuite, il y a aussi un problème dans, si vous voulez, le fait que les données ne sont pas transparentes, donc on ne peut pas vraiment comprendre comment les résultats ont été produits, et surtout on ne peut pas voir qu'il y a parfois certains biais, parce que si certains modèles de langage ont été entraînés sur des données qui sont majoritairement anglo-saxonnes par exemple, il va y avoir un biais linguistique par exemple. Et puis de même, le fait d'entraîner ces modèles sur ces quantités massives de données, ça va nécessiter aussi de faire un certain tri, un certain nettoyage dans ces données. Donc c'est la raison pour laquelle l'entreprise OpenAI avait employé des travailleurs au Kenya, des travailleurs du clic, pour, disons, nettoyer les jeux de données et essayer de supprimer les données très problématiques à caractère violent, raciste, etc. Mais là encore, tout ce travail, il est bien souvent invisibilisé derrière une sorte de représentation complètement fantasmatique de la machine qui serait intelligente, consciente, spirituelle, vous voyez ? Donc l'idée aussi, en critiquant un petit peu cette notion d'intelligence artificielle, c'est de revenir à une conception plus matérialiste de ces technologies. Parce que les données, il faut les stocker aussi. Donc il faut des infrastructures de stockage, il faut des data centers, il faut des serveurs. C'est très coûteux d'un point de vue énergétique, ça a aussi beaucoup d'enjeux écologiques. Donc voilà, donc il n'y a pas du tout une espèce d'intelligence un petit peu éthérée et mystérieuse qui serait la propriété de ces systèmes, mais on est vraiment sur une nouvelle, moi je parle en fait d'une nouvelle phase d'un processus d'automatisation industrielle qui correspond plus seulement, disons, à l'automatisation des savoir-faire dans les machines-outils, mais à l'automatisation des savoir-penser dans les machines algorithmiques. Voilà. Vous avez parlé de problèmes écologiques, entre autres. On dit qu'aujourd'hui, les gaz à effet de serre émis par le numérique représentent 9%. Et on annonce en 2030, non pas 9%, pardon, 4% aujourd'hui. Mais on annonce en 2030, 2030 c'est dans 5 ans, c'est demain, on va arriver entre 9 et 10%. Parce que effectivement, ces bases de données, c'est de plus en plus de disques durs, de plus en plus d'immeubles pour stocker ces disques durs, qui génèrent de la chaleur, qu'il faut refroidir, etc. etc. Jusqu'où on va s'arrêter, si c'est possible un jour. Ça, je ne peux pas vous le dire malheureusement, mais effectivement, oui, il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés à la soutenabilité écologique en fait de ces infrastructures industrielles-là, et notamment la consommation d'eau pour refroidir effectivement les serveurs dans les centres de données est très importante, et elle a beaucoup augmenté. Je cite les chiffres dans mon livre, je les ai plus en tête, excusez-moi, depuis le développement de ces intelligences artificielles génératives et leur généralisation, disons, dans tous les environnements numériques quotidiens, quoi. Donc, et ça crée parfois des conflits en Espagne, en Uruguay, je cite 2 exemples. Il y a des problèmes qui se posent parce que les
centres de données sont construits dans des régions, par exemple, soumises à des risques de sécheresse importants. Donc l'eau est de plus en plus rare et ça pose effectivement des problèmes. Ça pose des problèmes parce que ces centres de données vont avoir besoin d'eau au détriment parfois des habitants, en fait. Donc, et c'est la même chose pour l'électricité. Voilà, donc, parce que c'est des infrastructures qui sont très consommatrices aussi en électricité, donc le prix de l'électricité peut augmenter, il peut y avoir des coupures de courant. Donc en fait, il y a de véritables conflit entre le développement un petit peu effréné de ces infrastructures numériques-là et l'intérêt parfois des populations locales qui est menacé dans leur vie quotidienne et leur accès notamment à l'eau et à l'électricité. Oui. En novembre 2022, ChatGPT donc est lancé et accessible à tous. Et en mars 2023, quelques mois après, un certain nombre d'entrepreneurs, dont Elon Musk, publie une lettre ouverte pour demander une pause dans le développement de l'intelligence artificielle. Donc, ils évoquent entre autres des esprits numériques susceptibles de provoquer l'extinction de l'humanité. À l'époque, j'ai moi-même pensé que tout ça c'était de la bêtise en fait. Est-ce que c'était une opération sérieuse? Est-ce que ces gens-là pensaient sérieusement ce qu'ils disaient? Ou c'était une opération de communication? Ou peut-être d'essayer de faire freiner les autres pour qu'eux ils continuent en avance? Enfin bon, quel était le but en fait? J'ai pas très bien compris quoi. Alors, parce qu'il s'est rien passé en fait. Bah, moi non plus, j'ai pas très bien compris. En réalité, si vous voulez, je peux pas du tout vous dire voilà ce qui est leur but ou leurs intentions, je ne lis pas dans leurs esprits. En revanche, effectivement, Elon Musk, lui, a développé son système d'intelligence artificielle générative quelques mois après, me semble-t-il, donc avec son entreprise xAI et l'intelligence artificielle générative s'appelle Grok, comme vous le savez sans doute maintenant. Et si vous voulez, moi ce qui me gêne un petit peu dans ce vocabulaire des esprits numériques et de l'extinction de l'humanité, c'est que encore une fois on est en train d'anthropomorphiser les dispositifs et puis de s'inquiéter, si vous voulez, d'une espèce de super intelligence à venir, alors qu'on ferait mieux de regarder les problèmes que posent déjà ces automates computationnels aujourd'hui, à la fois, disons, du point de vue des enjeux écologiques, comme on vient de l'évoquer, mais aussi des enjeux politiques, bien sûr, et puis des enjeux psychiques et des enjeux sociaux, et de la manière dont, en fait, ils vont transformer nos esprits, ils vont transformer nos manières de vivre ensemble, ils vont transformer aussi nos milieux symboliques, nos écosystèmes informationnels. Donc moi, ce sont plutôt ces questions-là qui m'intéressent, plutôt que les prédictions un petit peu, comment dire, alarmistes sur une potentielle superintelligence, même si je pense que dans beaucoup de ces discours, on retrouve l'idée d'une perte de contrôle. Et je pense que cette idée-là, elle est à prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible qu'à force d'automatiser de plus en plus de tâches, nous déléguions, et ça c'est vraiment ce dont je parle dans mon livre, nous déléguions un certain nombre de capacités à ces dispositifs, y compris des capacités mentales, psychiques, intellectuelles, des capacités de mémorisation, de réflexion, mais aussi de décision, et donc que nous perdions le contrôle en un certain sens. Et il est aussi tout à fait possible que ces dispositifs-là soient instrumentalisés par divers acteurs pour produire, et que cela représente un danger très grave. Donc je ne veux pas sous-estimer la gravité des dangers à venir. En revanche, ce vocabulaire des esprits numériques, de la superintelligence, de l'intelligence artificielle générale ou des machines autonomes, je pense qu'il est très problématique et qu'il faut le déconstruire pour plutôt se demander finalement quels risques sommes-nous déjà en train de prendre et pour poser la question, encore une fois, en termes d'automatisation. Moi, je ne crois pas vraiment en la super-intelligence artificielle, par contre, je crois en l'automatisation généralisée. Et je pense que ça peut être très dangereux, de tout automatiser, si vous voulez, de tout déléguer à des machines à calculer, finalement. Il y a un terme qu'on emploie souvent, c'est l'IA générative. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? C'est un petit peu les dispositifs que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont ces systèmes algorithmiques, ces logiciels qui ont enfin je ne sais pas si on peut appeler ça des logiciels, mais enfin disons ces algorithmes très performants qui font des calculs automatiques sur des quantités massives de données et qui, à partir de ces calculs, génèrent des textes ou des images ou des sons
en fonction de consignes qui leur ont été comment dire, transmises par des individus, voilà, et qu'on appelle des prompts. Donc voilà ce qu'on appelle l'IA générative. En réalité, c'est un certain type de produit ou de service numérique qui fonctionne sur les grands modèles de langage, par exemple, sur des algorithmes de rétropropagation aussi, et sur, si vous voulez, surtout sur des quantités massives de données. Et ce sont des modèles qui sont entraînés sur ces données, et puis qui sont entraînés aussi selon certains critères par les différentes entreprises qui développent ces produits. Donc, par exemple, si vous demandez des informations à une intelligence artificielle générative comme ChatGPT ou une intelligence artificielle générative comme Grok, vous n'allez pas avoir les mêmes réponses parce que le dispositif n'a pas été entraîné de la même manière. Donc les algorithmes n'ont pas été entraînés de la même manière, donc il y a certaines questions sur lesquelles les réponses seront différentes. Et puis les données ne sont pas forcément les mêmes non plus. Donc voilà. Après, moi, je pense que ce terme d'intelligence artificielle générative, il est très problématique parce que, comme je le disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la question de l'automatisation. Donc, je parle plutôt d'automates computationnels parce qu'en fait, ce sont des automates qui font des calculs prédictifs en réalité. Et je ne crois pas qu'il y ait vraiment la génération de quelque chose de nouveau. En réalité, c'est plutôt la recombinaison des données selon des valeurs, des probabilités et selon les consignes selon lesquelles les dispositifs ont été entraînés, enfin selon lesquels les algorithmes ont été entraînés. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y ait de la génération de nouveautés à proprement parler. Donc je pense que c'est un terme qu'il faut encore une fois prendre avec beaucoup de précaution. Vous avez parlé tout à l'heure de singularité. Alan Turing, qui est un des pères de l'informatique, a proposé ce qu'on appelle aujourd'hui le test de Turing. C'est-à-dire que quand on met une intelligence artificielle en face d'un humain, il arrive enfin, si l'humain n'arrive pas à détecter. Enfin, s'il pense que c'est un être humain qui est en face de lui et non une intelligence artificielle, il a passé le test de Turing. Ou, alors d'autres disent la singularité. Des gens comme Paul Jorion, que vous connaissez bien, disent qu'on est au statut de la singularité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire la distinction entre une intelligence artificielle et un être humain si on dialogue avec lui. Alors oui, en fait, le test de Turing et l'idée de singularité technologique, c'est pas vraiment la même chose, mais effectivement, le fait dans ce papier, cet article, Turing parlait effectivement de la possibilité de simuler en fait le langage humain avec un système informatique, un ordinateur qui n'a rien à voir lui non plus avec d'un point de vue technique, technologique et scientifique avec ce qu'on appelle aujourd'hui les intelligences artificielles génératives. Mais disons que le point commun entre ces deux choses, s'il y en a un, c'est vraiment la question de la simulation. Le fait d'être capable de simuler un comportement soi-disant intelligent avec un dispositif algorithmique, disons. Et donc, encore une fois, moi je parle un petit peu dans le livre du premier, enfin de ce qu'on a pour habitude de considérer comme le premier chatbot dans les années 60, qui s'appelle ELISA, et qui est un programme qui a été conçu par Joseph Weizenbaum, qui est un informaticien, et qui passe très bien le fameux test de Turing, justement, parce qu'en fait, le test de Turing, en réalité, comment dire ? En réalité, son article concerne un dispositif très spécifique qu'il appelle le jeu de l'imitation. C'est un peu plus complexe que simplement, disons, un face-à-face entre humain et machine et la possibilité de déterminer qui est l'humain ou qui est la machine. En réalité, l'article est très complexe. On ne sait pas très bien ce que Turing veut dire. Je trouve que c'est assez difficile à démêler dans l'article. C'est un article très intéressant pour cette raison, mais la manière dont il a été reçu, bien souvent, c'est de la manière suivante. On a dit que finalement, une machine serait capable de penser si nous, en tant qu'humains, nous n'étions plus capables de distinguer entre l'humain et la machine. Bon, en réalité, ça c'est très contestable parce que Gilbert Simondon, justement, qui publie son livre sur le mode d'existence des objets techniques quelques années après la publication de cet article de Turing, lui soutient que ce n'est pas parce que le comportement externe est le même
que les opérations, les processus sont les mêmes, et que quand bien même on aurait l'impression que c'est un humain qui nous parle, ça ne veut pas du tout dire qu'il y a quelque chose comme du langage, encore moins de la pensée, vous voyez, parce que effectivement, dans ces dispositifs-là, il n'y a ni langage ni pensée, il y a des calculs algorithmiques sur des données. Et dans les intelligences artificielles génératives contemporaines, ce sont des calculs qui sont effectués sur des petites séquences de signes qu'on appelle des tokens, qui n'ont rien à voir ni avec des lettres, ni avec des mots, ni avec des phrases. Donc il n'y a pas de langage au sens où on l'entend nous, ou en tout cas c'est un autre langage, et ce sont des calculs et non pas des processus vivants interprétatifs. Donc il faut bien distinguer les deux. Et en fait, évidemment, cette capacité, disons, des machines à simuler le langage et donc la pensée, elle n'est pas du tout nouvelle, parce que déjà à l'époque de Alan Turing, et notamment avec le premier chatbot développé par Weizenbaum, qui s'appelle ELIZA, eh bien, dans les années 60, on avait des technologies qui étaient tout à fait différentes de celles qu'on utilise maintenant, parce que c'est de l'intelligence artificielle symbolique, donc c'est des programmes, c'est pas l'intelligence artificielle connexionniste et les réseaux de neurones artificiels qui sont à la base des intelligences artificielles génératives contemporaines, mais on avait déjà la possibilité, si vous voulez, de simuler le langage humain. Et dans le cas de ELIZA, donc son concepteur s'était appuyé, si vous voulez, sur les travaux de psychologie d'un psychologue américain qui s'appelle Carl Rogers, et il s'agissait pour ce psychologue de développer une méthode centrée sur le client, parce qu'il parlait de client et pas de patient, me semble-t-il. L'idée étant, en fait, de tout simplement toujours renforcer la personne qui vous parle dans ses idées, en fait, de ne pas la juger, etc. Et donc, Weizenbaum s'était appuyé sur cette méthode et avait conçu cette machine. Et donc, la machine était programmée quand vous prononciez un terme comme l'un des membres de votre famille, votre père, votre mère, etc. La machine vous disait « parlez-moi de votre famille ». Et puis, quand vous lui disiez quelque chose, elle vous demandait « pouvez-vous m'en dire plus sur telle ou telle chose ?» Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était un programme relativement simple, mais Weizenbaum remarque que déjà avec ce programme, en fait, les individus, très vite, vont projeter des capacités linguistiques, psychiques, dans l'objet informatique, en fait. Il y a déjà des projections anthropomorphiques et une forme d'attachement presque à cette machine parlante, entre guillemets. Et c'est la raison pour laquelle il s'inquiétait beaucoup de la diffusion de ce type de machine dans les sociétés. Il se disait, mais le problème, c'est que si déjà, avec un petit dispositif de ce type-là, les humains anthropomorphisent les machines et délirent sur leur conscience, leurs esprits, etc., leurs âmes, eh bien, effectivement, il faut faire très attention à leur diffusion dans le grand public. Or, aujourd'hui, on constate, et j'en parle dans le livre, qu'il y a beaucoup d'industries qui développent ce qu'on appelle des compagnons virtuels ou des agents conversationnels qui sont censés se substituer un petit peu à nos relations sociales. Et donc ce sont des petits robots, en réalité, auxquels les individus vont attribuer une personnalité, un caractère, et auxquels ils vont parler comme s'ils s'adressaient à quelqu'un d'autre. Alors qu'en fait, ce sont évidemment, encore une fois, des automates computationnels qui font des calculs probabilistes sur des quantités massives de données, sur les données aussi de l'individu en question qu'elles ont pu récolter sur les réseaux sociaux, les messageries, etc. Et qui vont en permanence, bien souvent, renforcer les individus aussi dans leurs idées reçues, si je puis dire, les valoriser, etc. Et donc, en fait, manipuler d'une certaine manière aussi les individus. Et ce qui est très frappant, c'est que si vous avez utilisé ChatGPT, vous avez dû vous en rendre compte, quand vous posez une question, bien souvent, le dispositif relance avec une nouvelle question et vous demande « voulez-vous en savoir plus sur telle ou telle chose ?» Et donc ça, c'est aussi une technique qui a été développée pour vous maintenir connecté le plus longtemps possible au service, hein, un petit peu comme sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de fonctionnalités qui ont été développées pour capter votre attention. Et puis, le fait que ces dispositifs-là s'expriment à la première personne du singulier, utilisent le « je ». Là aussi, forcément, vous, quand vous recevez un message textuel qui commence par « je », forcément, vous êtes habitué à inférer le fait qu'il y a quelqu'un qui vous parle.
Et en réalité, évidemment, personne ne vous parle. C'est juste une génération automatique, encore une fois, de suite de signes probables. Mais l'utilisation de la première personne du singulier, selon moi, pose problème, parce elle profite en fait un petit peu d'une sorte de biais cognitif, on pourrait dire, puisque c'est un langage très à la mode aujourd'hui, et pour nous inciter à projeter une conscience, un esprit dans ces services numériques, et potentiellement même à nous attacher à ces services-là. On entend parfois dans les médias des histoires concernant des personnes qui se sont attachés à leur compagnon ou à leur compagne virtuelle, qui sont tombés amoureux de leur compagne ou leur compagnon virtuel. C'est un petit peu ce que raconte le film Her aussi. Mais tout ça, en fait, repose effectivement sur des fonctionnalités qui nous leurrent d'une certaine manière. Donc on pourrait s'interroger, on pourrait se demander, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer de ne pas programmer ces dispositifs avec la première personne du singulier? Pourquoi est-ce qu'elles disent « je » en fait? Pourquoi on pourrait imaginer des manières de fonctionner pour ces dispositifs tout à fait différentes sans l'usage de la première personne du singulier? Et sans doute que si on les déprogrammait de cette manière-là, si je puis dire, eh bien nous aurions beaucoup moins tendance à nous attacher à des espèces de fantasmes d'altérité. Mais ce serait aussi beaucoup moins intéressant, sans doute, pour les entreprises qui ne rêvent que d'une chose, c'est que nous restions connectés le plus longtemps possible, que nous tombions amoureux et amoureuses de leurs produits, et parce qu'évidemment, ça leur permet de générer toutes sortes de profits. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur ces tendances à l'anthropomorphisation. Et d'ailleurs, dans le livre, je parle un petit peu de ces dangers, et je parle d'automatisation de l'altérité. J'essaye de décrire ce phénomène en disant que finalement, quand nous avons ces relations avec ces agents conversationnels, comme on les appelle, en fait, nous ne sommes pas en relation avec quelqu'un d'autre. Nous sommes en relation avec nous-mêmes, avec une sorte de reflet algorithmique de nous-mêmes, avec des réponses qui sont calculées sur la base des questions que nous avons posées et de toutes les données que nous avons fournies au système. Et donc ce que nous voyons, ce n'est pas, et ce avec quoi nous nous entretenons d'une certaine manière, ce n'est pas un autre, mais c'est nous-mêmes. Et nous prenons ce reflet numérique de nous-mêmes pour un autre, au point parfois d'en tomber amoureux. Et ça, c'est ce que décrit le mythe de Narcisse. C'est le fait que le reflet de Narcisse n'est pas considéré par Narcisse comme étant son reflet, mais est considéré par Narcisse comme étant une autre personne que lui-même, dont il va tomber amoureux pour sa beauté ou je ne sais quoi. Mais vous voyez, donc ça c'est très problématique, parce que cette reconnaissance de sa propre image, notre capacité à reconnaître notre propre image, elle est aussi constitutive en fait de notre développement psychique et de notre capacité à nous relier aux autres. Et ici, c'est une sorte d'image numérique de nous-mêmes qui se substitue à l'autre. Alors ça pose plein de problèmes, et notamment le fait que ces agents conversationnels sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous renforcent toujours dans nos opinions, alors que l'autre, précisément, il n'est pas toujours là pour nous, il peut parfois nous résister, il peut parfois nous mettre en question, et que c'est comme ça que nous évoluons, que nous nous individuons, que nous nous transformons. Donc ce processus d'automatisation de l'altérité, pour moi, il est très, très dangereux. Oui, parmi les effets possibles de l'IA, vous parlez de prolétarisation. Ça, c'était un thème cher à Bernard. Quand on parle de prolétarisation, on pense au fait que les métiers en fait disparaissent au profit de procédures, quoi. On devient des automates, voilà. Mais vous allez plus loin, vous parlez de prolétarisation de la pensée. Est-ce que vous pouvez en dire plus ? Oui, en fait, c'est lié effectivement au travail de Bernard Stiegler, puisque Bernard Stiegler commentait beaucoup les analyses de Marx sur l'automatisation machinique. Et vous savez que ce processus d'automatisation machinique lors de la première et surtout de la seconde révolution industrielle, il correspond, selon Marx en tout cas, à une extériorisation des savoir-faire des artisans dans les machines-outils. Et Marx décrit ça comme une perte, une dépossession en fait des savoirs. Et l'ouvrier qui est soumis au rythme de la machine-outil, eh bien, il est dépossédé des savoir-faire que l'artisan pratiquait et que l'artisan transformait. Et il est soumis à l'inverse à une procédure, comme vous le disiez, automatisée.
incarné, implémenté, on pourrait dire, dans la machine-outil, la chaîne de montage, dans l'usine, etc. Et donc Bernard Stiegler insiste sur cette perte de savoir en disant qu'il s'agit d'un processus de prolétarisation. Et donc, si vous voulez, oui, c'est une question très importante parce que Stiegler soutient que ce processus de prolétarisation, il ne concerne pas seulement les savoir-faire, mais tous les types de savoirs. Donc aussi les savoirs-vivre et aussi les savoirs-penser. Et puis, voilà, les savoirs pratiques, les savoirs théoriques, les savoirs artistiques, les savoirs manuels, les savoirs intellectuels, tous les types de savoirs que vous pouvez imaginer peuvent potentiellement être prolétarisés, mais pas avec les mêmes dispositifs techniques, technologiques ou industriels, bien sûr. Et donc, à chaque nouvelle vague, on pourrait dire, d'automatisation, eh bien, se présente un nouveau risque potentiel de prolétarisation, c'est-à-dire de dépossession de nos savoirs dans des automates technologiques ou industriels. Et avec les technologies numériques, ce qui se joue, ce n'est plus seulement l'automatisation des savoir-faire, mais l'automatisation des savoirs-penser. Par exemple, l'automatisation de la décision à travers les algorithmes de recommandation. Lorsque vous allez sur un réseau social commercial, vous avez un algorithme de recommandation qui va vous recommander quel contenu vous allez potentiellement vouloir regarder ou écouter ou consulter. Et vous, comme la recommandation est très rapide et que le contenu peut potentiellement vous intéresser, vous allez cliquer sur ce contenu. Mais d'une certaine manière, ce n'est plus vous qui avez décidé de regarder tel ou tel contenu, c'est l'algorithme de recommandation qui vous a téléguidé d'une certaine manière. Donc vous lui avez délégué votre capacité décisionnelle. Et avec les intelligences artificielles génératives, moi j'essaye de les analyser un petit peu avec ce prisme-là, et je me demande quelle capacité nous leur déléguons. Et il se trouve que dans certains cas, nous leur déléguons notre capacité d'expression, notre capacité à nous exprimer. Quand nous demandons à tel ou tel système d'écrire à notre place une lettre de motivation, un devoir, un poème, une recette de cuisine, je ne sais quoi, eh bien en fait, au lieu de nous exprimer par nous-mêmes, si je puis dire, même si on ne s'exprime jamais par soi-même seulement, eh bien nous déléguons cette capacité expressive à des systèmes algorithmiques. Et donc je m'interroge sur les enjeux de cette nouvelle forme de prolétarisation de l'expression, si vous voulez. Et parce que si vous voulez, quand nous nous exprimons, nous mobilisons un certain nombre de capacités psychiques, mentales, qui sont par exemple la mémoire, puisque lorsque je m'exprime, là, devant vous, je suis obligée de me souvenir, par exemple, de ce que j'ai écrit dans mon livre, etc. Je suis obligée aussi d'imaginer le sens que j'essaye de produire, d'imaginer mes interlocuteurs ou mes interlocutrices. Donc je fais un effort de mémorisation et d'imagination, je fais un effort de synthèse aussi, pour essayer de condenser, disons, mon discours. Et toutes ces activités-là, eh bien, si quelqu'un ou si un dispositif algorithmique parle à ma place, en fait, je ne les exerce plus d'une certaine manière. Donc je risque potentiellement de les perdre. Or, nous, nos savoirs expressifs, disons, sont très singuliers, parce que nous avons tous une mémoire différente et donc une imagination, des désirs différents, parce que nous avons tous eu des vies différentes. Et donc, c'est un petit peu à travers ces expressions aussi que se marque notre singularité, si vous voulez. Or, le problème, c'est que ces dispositifs-là, eux, ils font des calculs probabilistes sur des quantités massives de données. Donc, en réalité, ils renforcent toujours les moyennes, les biais, les majorités, si vous voulez, les stéréotypes et les clichés, on pourrait dire. C'est-à-dire que les données qui sont générées par ces dispositifs sont les données les plus probables, puisque les calculs statistiques ne prennent pas en compte les exceptions, les improbabilités, les originalités, les écarts par rapport à la norme, mais ils vont plutôt renforcer ce qui est déjà très présent dans les jeux de données, parce que c'est plus probable, si vous voulez. C'est très répandu, donc c'est plus probable. Donc il y a un renforcement, en fait, une sorte de moyennisation des expressions. Et ça, c'est potentiellement très dangereux, parce que le sens, la signifiance, vient toujours de ce qui est très improbable, en fait, des écarts par rapport à la norme, des singularités, des originalités. Si vous uniformisez tout, bah, vous perdez tout simplement le sens. Donc voilà, donc je crois que là on a affaire à une sorte de prolétarisation effectivement des capacités expressives, et aussi à des risques
d'uniformisation ou de standardisation de nos expressions individuelles et collectives. Et si je peux rajouter juste un petit mot sur ce point, sur la question de la prolétarisation, je cite dans le livre une étude du MIT qui avait été prépubliée l'année dernière, enfin cette année, mais il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, qui s'intéressait aux effets de ChatGPT sur le cerveau. Dans cette étude, il était frappant de remarquer que l'étude montrait que certaines zones cérébrales n'étaient pas mobilisées quand les individus utilisaient le logiciel ChatGPT ou le système ChatGPT, et que quand on les privait de ce service, ils avaient beaucoup de mal à remobiliser en fait ces parties-là de leur cerveau d'une certaine manière et à rédiger par eux-mêmes un texte. Et donc l'article parle d'un phénomène de dette cognitive, comme si on était finalement en dette à l'égard de cette prothèse cognitive que constitue le générateur automatique de texte. Et il me semble que ça illustre très bien l'effet potentiel de la prolétarisation, c'est-à-dire le fait que, comme nous déléguons certaines capacités à la technologie et que nous cessons de les pratiquer, de les exercer, eh bien finalement, nous sommes dépossédés de ces capacités, nous devenons dépendants du service technologique en question. Oui, ça c'est un sujet, une question que j'allais poser à la fin, mais puisque vous en parlez maintenant, Marianne Wolf, entre autres, a parlé de pensée digitale. Donc, où elle explique effectivement les effets sur le cerveau, sur la lecture, sur l'écriture. Moi, je donnais deux exemples. L'exemple du GPS. En fait, avant, j'étais commercial, je circulais dans Paris en banlieue. Je prenais la carte, j'y allais une fois, j'y retournais 15 jours après, j'avais pas besoin de la carte. J'avais le sens de l'orientation. En fait, après, avec le GPS, je suis le GPS et si je veux y retourner le lendemain, je suis incapable d'y aller sans le GPS. Donc le GPS est devenu un outil pour moi qui a, disons, diminué mes capacités d'orientation, voilà, entre autres. Et puis, je vais citer un autre exemple, c'est, comment il s'appelle, Christian Fauré, peut-être que vous le connaissez, il a beaucoup travaillé avec Bernard Stiegler, et Christian Fauré l'avait remplacé à une époque à Compiègne, et en tant que prof de philo. Et il nous racontait qu'il avait fait des tests avec ses élèves. Il les avait fait travailler sur un sujet où les élèves pouvaient aller sur Internet pour travailler. Ils utilisaient Internet pour faire leur travail. 15 jours après, il les a fait travailler sur un ouvrage, un bouquin, où là, ils ont travaillé sur le bouquin. 3 mois après, il est revenu sur ces deux travaux et il s'est aperçu que les mêmes élèves, quand ils ont revenu sur le sujet, qu'ils ont travaillé sur Internet, ils avaient pratiquement tout oublié. Alors que quand ils avaient travaillé sur le sujet à partir d'un livre, pas de problème, ils avaient tout en tête, ils avaient mémorisé le sujet, le thème, l'histoire du livre, etc. Alors que sur Internet, ils se souvenaient pratiquement plus de rien. Donc c'est pour ça qu'effectivement, qu'est-ce qu'on craint de plus avec l'intelligence artificielle? Ça, c'était il y a quelques années, mais avant ChatGPT. Alors qu'est-ce qui risque de nous arriver maintenant? Si vous voulez, je ne sais pas vraiment... comment dire, moi par exemple je travaille beaucoup avec Internet, alors peut-être à tort, mais j'ai l'impression que ça peut aussi énormément m'aider. Par exemple une encyclopédie collaborative comme Wikipédia, ça peut être très utile, même si c'est pas, on ne fait pas les mêmes choses avec Wikipédia qu'on le fait avec un livre de Bernard Stiegler par exemple. Donc je pense qu'il faut essayer de croiser ces dispositifs et de pas forcément trop les opposer. Cela dit, parce que c'est pas homogène en fait, c'est pas tout Internet qui est problématique, c'est quel est le service, quelles sont les fonctionnalités, quels sont les produits problématiques, en particulier quand ils sont générés justement par des entreprises privées afin de créer des comportements pulsionnels ou addictifs et dans des buts, si vous voulez, qui sont explicitement ceux de générer du profit. Là, je pense que c'est problématique. Mais je pense qu'il faut toujours avoir cette vision un peu politique de la technologie, c'est-à-dire ne pas opposer le numérique au livre, mais se demander dans le numérique ce qui permet le partage des savoirs et des nouvelles formes de commun, ça c'est très important. Et puis, à l'inverse, les systèmes qui sont des systèmes privatisés et qui ont pour but de solliciter les pulsions,
comment dire, capter les attentions et d'automatiser les expressions. Et là, effectivement, ça devient très dangereux et très problématique. Alors maintenant, les travaux de Marianne Wolf, effectivement, ce sont des travaux très intéressants qui ont montré que les pratiques de lecture et d'écriture avaient des effets au niveau de nos organes cérébraux eux-mêmes. Donc qu'il y avait, disons, des connexions neuronales qui se faisaient pendant la pratique de l'écriture et de la lecture, pendant l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, et puis qui pouvaient aussi se défaire si ces techniques-là n'étaient plus pratiquées. Donc en fait, elle montre bien que notre cerveau est extrêmement plastique. On parle beaucoup de plasticité cérébrale aujourd'hui. C'est un organe qui se désorganise et qui se réorganise en fonction des techniques que nous utilisons, que nous pratiquons, en fonction des milieux médiatiques qui nous entourent aussi. Et donc le cerveau de quelqu'un qui reste, je sais pas, des jours et des jours sur TikTok à faire défiler du contenu passivement avec des vidéos très courtes, etc., ne sera pas le même que quelqu'un qui effectivement lit un livre très complexe, très profond et prend des notes, etc. Mais en même temps, il y a des choses très intéressantes et tout à fait nouvelles qu'on peut faire avec le numérique qui permettent des réorganisations cérébrales aussi peut-être très pertinentes qu'on ne pouvait pas faire auparavant avec le livre. Et l'exemple de Wikipédia est frappant sur ce point parce que la plateforme collaborative Wikipédia, qui pose toutes sortes de problèmes par ailleurs, parce qu'elle renforce aussi des effets de consensus. On peut faire beaucoup de critiques à Wikipédia, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette plateforme a permis à toutes sortes de cerveaux et toutes sortes d'esprits, d'une certaine manière, de se retrouver ensemble, de co-construire du savoir ensemble, selon des règles partagées, etc., avec des processus de délibération, de certification par les pairs, de manière extrêmement intéressante et complètement inédite par rapport au livre. Donc c'est pour ça que je pense, et ça c'est aussi une thèse que défendait beaucoup Bernard Stiegler, il ne faut pas diaboliser le numérique par rapport au livre, il faut vraiment s'interroger sur les modèles économiques, sur les fonctionnalités technologiques et sur les idéologies politiques qui sont derrière les dispositifs numériques que nous utilisons. Et à partir de cette analyse-là, à la fois économique, politique, technologique, à partir d'une analyse qui s'intéresse aux effets psychiques et sociaux de ces dispositifs, eh bien, nous pouvons essayer, si vous voulez, de faire un petit peu le tri entre des dispositifs extrêmement dangereux et puis de concevoir, de développer, de valoriser, de soutenir des dispositifs beaucoup plus intéressants pour nos esprits individuels et collectifs. Oui, vous avez reparlé de rétention. On a vu que certains grands groupes, comme Amazon, Google, Microsoft, etc., ont licencié par dizaines de milliers grâce ou à cause de l'IA. Que risque-t-on, nous, je pense à certaines activités comme la santé, le soin, comme l'éducation, l'enseignement, comme la justice. Quels sont les risques potentiels? Bon, je sais que l'IA a beaucoup apporté à la santé, ça c'est sûr. On peut détecter des cancers beaucoup plus facilement grâce à l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais est-ce que le médecin va toujours avoir son libre arbitre? Alors moi je ne parle pas vraiment de libre arbitre, mais disons que je crois que ce qui est important, c'est de ne pas déléguer les activités d'interprétation humaine à des processus de calcul automatisés. Et vous voyez dans tous les métiers que vous avez cités, que ce soit le champ de la justice, le champ de la médecine ou le champ de l'éducation, il y a des activités interprétatives qui sont à l'œuvre en permanence parce qu'on est toujours face à des cas singuliers. Un juge, chaque procès, même si parfois vous pouvez avoir évidemment des situations qui se ressemblent, qui se répètent un peu, mais chaque cas est intrinsèquement singulier. Le médecin aussi, chaque patient ne va pas vivre de la même manière la maladie, etc. L'enseignant, chaque étudiant, chaque groupe d'étudiants va être complètement différent, ne va pas recevoir tel ou tel savoir de la même manière, etc. Et dès qu'il y a des situations concrètes et singulières, eh bien, celles-ci requièrent des activités interprétatives, en fait, pour les comprendre, pour essayer de les juger, de prendre des décisions aussi qui ne sont pas toujours faciles à prendre, etc. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas déléguer à des calculs probabilistes parce que
il y a parfois des exceptions, en fait, et qu'on ne peut pas toujours reproduire ce qui est passé. Il faut aussi être capable de créer du nouveau. Donc je dirais qu'un des risques dans ces professions, c'est de court-circuiter les capacités interprétatives par des calculs probabilistes et des calculs prédictifs, parce que dans le champ de la justice, nous citons cet exemple dans le livre que j'ai coécrit avec Gaël Giraud, eh bien, il y a un risque que les algorithmes vous donnent des probabilités de récidive, par exemple, de telle ou telle personne, et le juge va avoir tendance à se conformer aux indications des algorithmes, à conformer son jugement aux indications des algorithmes, parce que s'il ne le fait pas, il va devoir se justifier, s'expliquer, et ça va lui poser toutes sortes de problèmes. Et de même, en médecine, vous avez des dispositifs qui ont été expérimentés pour, disons, calculer les probabilités, par exemple, de survie de tel ou tel patient, et c'est le même problème qui se pose. Le médecin eh bien, va avoir tendance à se conformer à la prédiction algorithmique, parce que si jamais il agit de manière contraire à la prédiction de l'algorithme, eh bien, il va porter la responsabilité, il devra se justifier, etc. Alors que si le juge ou le médecin suivent simplement ce que l'algorithme indique, eh bien, ils auront moins, on leur demandera moins de justification et d'une certaine manière, ils auront moins de charge de responsabilité à porter. Et ça, c'est quelque chose de très problématique, parce que précisément, juger, soigner, ce sont des activités qui requièrent une interprétation singulière en fonction des apprentissages du juge ou du médecin, en fonction de la singularité de la situation, etc. Et ces incitations à se fier et à se conformer aux prédictions automatiques, elles peuvent être très 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 problématiques. Donc voilà, je pense qu'il faut être très prudent avec l'usage de ces dispositifs, non pas quand ils nous apportent des informations, mais quand ils se substituent à nos capacités de décision. Oui, vous parlez des médecins, effectivement, c'est la différence entre l'éthique déontologique, c'est-à-dire qui répond à des normes, à des règles, qui ont été éditées par des pairs, PAIR, et la téléologie, où on tient compte des singularités des patients qui sont en face de nous. Et donc, effectivement, c'est parfois problématique. Qu'en est-il de la législation? En fait, Bernard avait participé également au CNN il y a quelques années, et il avait démissionné au bout de quelques mois parce qu'il m'avait dit en fait, le problème, c'est que ça va tellement vite que le temps qu'on discute, qu'on mette sur papier des propositions de réglementation, au bout de 6 mois, c'est dépassé, donc ça ne sert à rien. Et est-ce toujours le cas? Comment on peut légiférer aujourd'hui avec la vitesse à laquelle ça évolue? Alors, ça c'est une question complexe. Je pense que la position de Bernard Stiegler était un tout petit peu plus nuancée néanmoins, mais disons que il parlait de disruption pour qualifier, si vous voulez, l'époque dans laquelle nous nous trouvons, ou l'absence d'époque dans laquelle nous nous trouvons, où le rythme de l'innovation technologique est tellement rapide qu'il est très difficile pour les structures sociales, les systèmes sociaux, d'adopter en fait les changements, de les adopter non seulement à travers des règles juridiques, des lois qui permettent d'encadrer le développement de ces technologies et les usages de ces technologies, mais aussi de les adopter à travers de nouvelles organisations sociales ou institutions sociales, et puis de les adopter aussi à travers de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-vivre, de nouveaux savoir-penser. Et donc effectivement, ce rythme d'innovation disruptive, qui relève aussi d'une stratégie industrielle, hein, parce que l'idée c'est de nous inonder avec toutes sortes d'innovations très rapides, justement pour créer un petit peu de stupéfaction, de sidération, eh bien en fait, effectivement, il crée beaucoup de difficultés dans les processus d'adoption socio-politiques de ces technologies. Mais cela dit, Bernard Stiegler a passé sa vie entière à essayer de développer justement des organisations sociales nouvelles, des institutions sociales nouvelles, des collectifs nouveaux pour favoriser justement l'adoption de ces technologies numériques, et l'adoption n'étant pas l'adaptation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'adapter aux technologies qu'on nous propose en les utilisant ou en les consommant tout simplement, mais il s'agit de réfléchir à leurs enjeux psychiques, sociaux et politiques et d'essayer de transformer précisément
la manière dont ces technologies fonctionnent, leurs modèles économiques, les idéologies politiques qui sont derrière aussi, pour en faire précisément des supports de savoir ou de capacitation, disons, collective, et non pas, disons, des automates, en fait, qui nous remplacent ou qui nous court-circuitent, qui nous prennent de vitesse. Bon. Mais donc, tout ça pour dire que cette situation disruptive, elle pose effectivement des questions importantes, mais je ne crois pas qu'elles doivent nous conduire à dire que la régulation, le droit ne seraient pas utiles. Ça, je crois que c'est un gros problème. Au contraire, il faut se demander à quel type de régulation nous avons besoin, comment pouvons-nous transformer le droit finalement pour encadrer ces innovations disruptives. Et je crois que c'est tout à fait possible. Et vous savez que d'un point de vue anthropologique, le droit arrive toujours après la technique, d'une certaine manière. Hein. C'est ce que raconte déjà le mythe de Prométhée, sur lequel Bernard Stiegler s'était beaucoup penché. Le mythe de Prométhée, tel que Platon le raconte dans le Protagoras, raconte que donc, les humains se voient attribuer la technique par Prométhée suite à l'oubli d'Épiméthée qui a distribué des qualités à tous les animaux, qui a oublié les humains. Donc Prométhée va voler la technique aux dieux et les humains se voient dotés de la puissance technique, mais à peine ont-ils commencé à produire des vêtements, des abris, des armes, etc., qu'ils vont s'entretuer les uns les autres. Et que sans l'art politique qui va leur être apporté par Hermès, donc sans l'humilité, la honte et la justice, donc le droit d'une certaine manière, même si la justice et le droit sont des choses très différentes, mais vous voyez, l'idée c'est que sans art politique, nous ne pouvons pas vivre avec nos techniques, parce que nos techniques deviennent des armes et nous nous autodétruisons d'une certaine manière. Donc là, j'ai envie de dire, la puissance technique appelle l'art politique, si on suit un petit peu ce mythe, et l'anthropologue, le juriste Alain Suppiot, qui a beaucoup travaillé sur le droit et la fonction anthropologique du droit aussi, explique bien que quand l'électricité s'est développée, par exemple, eh bien, on a pu faire travailler des enfants dans les mines pendant toute la nuit, et que c'est le droit social, le droit du travail, etc., qui va permettre de poser des limites nécessaires au développement industriel. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est à la fois très inédite, mais dans laquelle nous ne devons pas oublier que le droit est aussi là pour humaniser les techniques, vous voyez. Et en réalité, il y a plein de choses du point de vue du droit que nous pouvons faire. Nous avons vu récemment, disons, se mettre en œuvre les règlements européens sur les services et sur les marchés numériques. Alors, ils ne sont pas suffisants, mais ils sont tout de même importants. C'est-à-dire que ce sont aussi des règlements qui vont permettre... par exemple, sur les réseaux sociaux, qui vont exiger la transparence des algorithmes de recommandation, c'est important. Mais nous, quand nous étions au Conseil, enfin quand moi j'étais au Conseil national du numérique, parce que je n'y suis plus désormais, eh bien, nous avions proposé d'aller un peu plus loin. Nous avions proposé excusez-moi, j'ai perdu le mot, nous avions défendu, si vous voulez, la proposition du pluralisme algorithmique. Donc c'est l'idée selon laquelle, sur une plateforme comme un réseau social commercial, vous pourriez avoir plusieurs algorithmes de recommandation. Donc ça veut dire que ce ne serait plus la plateforme, l'entreprise privée qui vous recommande les contenus. Par exemple, ce ne serait plus l'algorithme de Facebook qui vous recommande vos contenus sur Facebook ou l'algorithme de TikTok qui vous recommande vos contenus sur TikTok, mais vous pourriez avoir le choix entre plusieurs algorithmes en réalité, qui est une pluralité d'algorithmes. Eh bien, cette proposition, elle a été remobilisée dans le cadre des États généraux de l'information. Elle a été aussi remobilisée dans le rapport de la commission d'enquête sur TikTok de l'Assemblée nationale. Et c'est une proposition, à mon avis, très intéressante. Mais pour cela, nous avons besoin du droit, bien évidemment. De même, ce que je disais tout à l'heure sur le fait de nous demander si toutes ces intelligences artificielles génératives que nous utilisons quotidiennement, est-ce qu'elles doivent parler à la première personne du singulier ou pas, eh bien, vous savez que dans le règlement européen sur les services numériques, les dark patterns sont interdits, donc ces interfaces truquées ou ces interfaces trompeuses, ces fonctionnalités truquées ou ces fonctionnalités trompeuses qui agissent en fait au niveau infraconscient pour manipuler les comportements des individus,
sont interdits ou, dans ce règlement, on pourrait se dire que le fait que ces machines emploient la première personne du singulier, c'est aussi une manière de nous leurrer, de nous manipuler. Donc peut-être qu'on pourrait aussi s'interroger en fait sur ce que doit faire le droit par rapport à ça, vous voyez. Et donc il ne faut pas du tout renoncer à réguler ou du moins à encadrer juridiquement ces développements industriels. Maintenant, il est vrai aussi que ça ne suffira peut-être pas et qu'il faut aussi avoir une politique technologique alternative qui valorise aussi le développement de dispositifs contributifs, de dispositifs qui permettent, si vous voulez, de soutenir la capacitation des citoyens et, disons, la contribution des groupes et non pas la seule automatisation. Voilà. Ouais. Une dernière question avant de passer la parole à la salle. Bernard a beaucoup travaillé sur la mémoire et il appelait ça la rétention primaire, secondaire, tertiaire. Donc le primaire c'est le sensible, le secondaire c'est ce qu'on apprend et la tertiaire c'est ce que l'on délègue en fait au numérique entre autres, mais aux livres, enfin qu'on exporte, qui n'est pas dans notre cerveau, quoi. Moi je vois une quatrième rétention, c'est celle qu'on nous vole en fait, parce que tout à l'heure vous l'avez dit pratiquement au début, les bases de données sont faites à partir de nos expériences, de ce qu'on donne, de ce qu'on laisse, de ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Est-ce qu'on pourrait appeler ça une forme de rétention quaternaire? Enfin bon. Non, je crois pas. Et surtout, oui, la question c'est en fait comment peut-on lutter pour éviter de se faire voler ces informations, nos informations. Bah, en fait, pour moi, si vous voulez, les trois rétentions qu'identifie Bernard Stiegler, c'est donc la rétention primaire, c'est la perception dans le présent, si vous voulez, et la rétention secondaire, c'est le souvenir. Donc c'est la mémoire plus lointaine, on va dire. La rétention primaire, c'est le fait que quand nous percevons, nous retenons toujours le tout juste déjà passé. Là, quand vous m'écoutez parler, vous avez retenu le début de ma phrase, normalement, si vous voulez. Sinon, vous ne pourriez pas comprendre. Donc, il y a toujours de la rétention, mais c'est la rétention du tout juste passé. Alors que la rétention secondaire, c'est la rétention, la mémoire d'un passé plus lointain. Le ressouvenir, si vous voulez, je ne sais pas, d'un événement de votre enfance, ou voilà, ce genre de choses. Et la rétention tertiaire, c'est finalement tous les objets techniques qui retiennent la mémoire. Il parle aussi d'objets hypomnésiques, c'est-à-dire hypo, c'est dessous, le support, et mnésique, la mémoire, des supports de mémoire, si vous voulez. Donc toutes les technologies d'enregistrement. Les technologies d'enregistrement littéral, les livres, l'imprimerie, l'écriture, les technologies d'enregistrement analogique, la photographie, le cinéma, la radio, la télévision, et puis les technologies numériques, les enregistrements numériques. Donc là, quand vous me parlez du milieu symbolique numérique qui va être exploité en fait par ces entreprises privées, pour moi, vous êtes en train de me parler tout simplement d'une exploitation des ressources culturelles collectives sédimentées dans la mémoire tertiaire numérique, si vous voulez. Donc c'est pas vraiment la question d'une quatrième mémoire pour moi. Par contre, c'est vraiment la question... il y a deux questions, si vous voulez. La première, c'est effectivement la question de la redistribution. Puisque nous avons produit d'une certaine manière les données qui permettent à ces dispositifs-là de fonctionner, eh bien, je pense que l'on pourrait imaginer, c'est ce que nous proposions aussi dans le livre que j'ai coécrit avec Gaël Giraud, il nous faut imaginer des mécanismes de redistribution des richesses d'une certaine manière. On pourrait imaginer par exemple que ces grandes entreprises contribuent à un fonds collectif qui nous permette de soutenir des activités créatives ou des activités d'innovation, enfin voilà, qui permettent de renouveler en fait la culture collective, la diversité culturelle, mais aussi la diversité technologique, donc en développant des dispositifs alternatifs, contributifs par exemple. Mais par ailleurs, il y a un deuxième problème qui se pose, c'est vraiment le problème de l'uniformisation et de la standardisation dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'à force, si vous voulez, que ces dispositifs se développent, eh bien de plus en plus de contenus automatisés se retrouvent sur la toile, se retrouvent sur Internet. Et donc, les intelligences artificielles génératives se nourrissent des contenus automatiques
qui sont générés sur la base de calculs probabilistes et font des calculs probabilistes sur ces contenus probabilistes, si je peux dire. Donc si vous voulez, vous avez une sorte de probabilisation au carré, je ne sais pas très bien comment on peut l'appeler, c'est un petit peu comme si vous faisiez la photocopie d'une photocopie d'une photocopie, au bout d'un moment vous arrivez à une image dégradée en fait. Eh bien c'est un petit peu ce qui se joue ici, et donc moi je parle, là aussi je reprends ce terme à Bernard Stiegler, d'anthropisation informationnelle, c'est-à-dire que nous sommes face à des systèmes qui s'autodétruisent d'une certaine manière, parce que plus nous les utilisons et plus leurs conditions de possibilité sont menacées. C'est-à-dire que la condition de possibilité de fonctionnement de ces dispositifs, c'est qu'il y ait des savoirs humains sur lesquels ils puissent s'appuyer. Mais plus nous les utilisons, et plus les contenus culturels en ligne sont des contenus automatisés. Et ils se nourrissent à partir de ces propres contenus automatisés, et pour générer des contenus encore plus probables, uniformes, standardisés. Et donc, ces effets d'uniformisation, de standardisation sont extrêmement problématiques. Si on ne s'intéresse pas à des mécanismes de redistribution qui permettent le renouvellement de la culture collective, eh bien, nous risquons de détruire, en fait, cette diversité culturelle qui est la nôtre, et avec elle, notre mémoire collective et sociale. Donc, si vous voulez, c'est bien une question de rétention tertiaire, mais il faut que la rétention tertiaire soit une sorte de bien public ou de bien commun, selon moi, et qu'elle ne soit pas soumise à l'extractivisme de certaines puissances privées, parce que, encore une fois, les ressources culturelles, comme les ressources naturelles, peuvent être épuisées, et ça, évidemment, c'est un gros problème. Merci. Je vais maintenant laisser la parole, ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute, je vais laisser la parole aux gens qui souhaitent poser des questions. Oui, bonjour, en fait je suis Bruno Delaporta, il se trouve que je suis médecin, que je connais bien la philosophie, et très curieusement aujourd'hui il y a un congrès IA et néphrologie dans lequel je suis modérateur. Je ne suis pas du tout compétent là-dedans. Je ne suis pas compétent là-dedans, mais je dois modérer une session là-dessus. En fait, je suis intéressé par ce que vous dites à 100%, mais je trouve qu'il manque 100%. Je veux dire que vous faites la liste de tous les dérives et dangers qui peuvent apparaître, et c'est très intéressant à ce niveau-là. Le côté déploratif de tout ce qu'il y a, mais il y a quand même du neuf qui apparaît, qui est à nommer, qui est à rethématiser philosophiquement. Je trouve qu'il y a quelque chose d'important à faire. Et je pensais à la phrase de Heidegger qui dit « Nous ne savons pas encore ce que c'est que l'essence de la technique ». Et là, on est dans un changement de paradigme. Je pense qu'il y a un travail sur l'essence de ce que c'est que cette IA. Et je continue. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Je ne suis pas convaincu que objet technique égale automate. Je pense qu'il y a du sens, il n'y a pas que de mécanisme. Et par exemple, encore une fois, je trouve ça extrêmement important ce que vous dites. Hein. Je suis entièrement d'accord avec votre liste, mais par exemple, je peux vous donner exactement l'inverse du colloque dont je viens. C'est-à-dire que par exemple, et je suis technophobe, hein, je ne suis pas du tout quelqu'un qui suis attiré par l'IA. Mais par exemple, dans la relation médecin-malade, là, les associations de patients disent, en fait, on est gêné avec les PUPH, les professeurs de médecine, parce qu'on met tous nos comptes rendus dans la machine d'IA, et la machine d'IA nous explique mieux que le compte rendu ce qui s'est passé dans notre diagnostic. Et quand on va en consultation, on sait plus que le médecin. Et donc elle demandait au médecin s'il pouvait faire un groupe de travail pour savoir comment réinventer une reconnaissance réciproque dans les travaux. Donc je veux dire, il y a du neuf qui apparaît, qu'il faut pouvoir opérer. Quand vous dites que la machine, le médecin personnalise mieux ou singularise mieux, là ils étaient en train de montrer dans Kidney International 150 cas cliniques extrêmement difficiles, c'est la fin de la revue, et en fait je parlais avec des PUPH, ils me disent mais en fait on se prend la rouste tout de suite, l'IA trouve beaucoup mieux ses diagnostics, elle répond à 80% à ces diagnostics. Et puis par exemple par rapport à l'éthique, mais encore une fois c'est pas une contradiction, c'est pour dire qu'il y a le côté déploratif de tous les dangers et les dérives, je suis entièrement d'accord et vous le faites très très bien, c'est intéressant, mais il y a quelque chose de neuf qui se crée et qu'il faut pouvoir identifier. Par rapport à l'éthique, effectivement il y a un grand danger avec cette IA parce qu'elle a une capacité de destructivité généralisée sur la Terre, sur l'écologie, sur la vie de l'esprit, etc. On est d'accord ? Mais inversement, dans ce groupe-là,
les femmes ont pris l'IA et ont montré qu'il y avait des biais de genre chez les patients aux urgences. C'est-à-dire que la femme qui arrive avec des douleurs thoraciques, on dit qu'elle est hystérique, il faut très vite. Hein. Et l'homme, on va dire qu'il a un infarctus. Et donc, elles ont repéré qu'il y avait en fait une injustice, une inégalité. Et en fait, ça a conduit... Alors quand on dit que l'IA n'est pas éthique et peut tout détruire, c'est très très vrai, 100%. Mais en même temps, on fait que la moitié du chemin, parce que là, elle repère que l'IA est une capacité d'ouverture éthique auquel ils n'avaient pas pensé. C'est-à-dire qu'elles sont en train elles ont formé un groupe pour dire, voilà, les normes médicales sont masculines et le féminin se fait avoir parce qu'on a des représentations du corps, des ressentis qui sont différents. Donc s'ouvre un nouveau champ, il y a une commission qui s'est créée, Femmes en néphrologie, du fait de ces analyses. Donc c'est pour dire que moi, je trouve qu'on change de paradigme et que faire les constats de ce qui ne va pas, c'est très important, mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait que ça, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus existentiel, de plus métaphysique. Voilà. Il y a un fait métaphysique qui apparaît avec cette IA, quoi. Oui, voilà. alors... C'est pas une critique contre vous, hein, c'est non, juste... non, pas du parce tout, que à la radio, c'est souvent comme ça. Je vous remercie pour cette remarque, mais en fait, effectivement, là, j'ai développé plutôt ces aspects-là, mais il se trouve que dans le livre, il y a toute une partie, justement, sur les aspects, disons, plus positifs, et que c'est pas du tout... Enfin, que moi, je me sens pas du tout en contradiction, en tout cas, avec ce que vous avez dit. Alors, sur la question de l'essence de la technique et de la métaphysique, et sur ces questions-là, en revanche, c'est des questions assez complexes, donc moi j'en parle de ces questions dans mon livre qui s'appelle Penser l'humain et la technique, qui porte notamment sur les travaux de Gilbert Simondon et de Jacques Derrida, qui sont deux grands lecteurs de Heidegger, mais qui en même temps dépassent complètement Heidegger aussi. Et moi personnellement, je ne suis pas très heideggerienne. Cela dit, le texte que vous citez est un texte fondamentalement important, mais il y a beaucoup de manières de l'interpréter, et vous savez, la question de l'essence chez Heidegger, c'est très particulier aussi, hein. C'est très compliqué de savoir ce que Heidegger entend par le terme essence, et donc je suis prudente, disons, avec ces grands termes d'essence, de métaphysique, etc. Mais si vous voulez en savoir plus sur ces questions un peu plus fondamentales de philosophie, je vous recommande vraiment ce livre. Et puis aussi le livre, évidemment, Pensez avec Bernard Stiegler, parce que la thèse de Bernard Stiegler, c'est vraiment la thèse sur laquelle la tradition philosophique occidentale a développé des concepts qui ne permettent pas de penser la question de la technique. Et vous savez, toutes ces oppositions enfin voilà, les oppositions entre l'intelligible, le sensible, entre l'intellectuel, le manuel, entre la nature et la culture, ben finalement, la technique se trouve entre les deux à chaque fois. L'organique, l'inorganique, etc. Et donc, Bernard Stiegler va soutenir pour cette raison qu'il est nécessaire de faire une transformation conceptuelle, mais on a aussi parmi ces oppositions très fameuses, l'opposition entre l'essence et l'accident. Et ça, c'est aussi une opposition qu'il va falloir déconstruire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour penser la question de la technique, Bernard Stiegler va vraiment engager un geste philosophique très profond, à mon avis, qui implique une déconstruction de ces oppositions. C'est la raison pour laquelle je suis un tout petit peu méfiante à travers ce terme d'essence, parce que précisément, est-ce que penser la technique ne nous invite pas peut-être aussi à repenser la question de l'accident plutôt que de l'essence? Bon, voilà, il y a toutes sortes de questions, et elles sont très importantes, et vous avez raison de les évoquer, mais dans le petit livre de la bêtise artificielle, c'est vrai que c'est pas le type de question que j'aborde, parce que c'est un ouvrage qui est plutôt grand public et qui s'intéresse vraiment aux effets psychiques et sociaux de ces dispositifs. Alors, ensuite, pour répondre à votre question, vous avez tout à fait raison, enfin moi je suis d'accord sur le fait que ces technologies, encore une fois, doivent être appropriées par les citoyens. Et moi, depuis que je travaille sur ces questions, je ne fais pas du tout une critique déplorative des technologies, non seulement j'essaye de montrer la positivité, mais surtout je m'implique dans des collectifs de recherche qui essayent de développer, disons, pour le dire dans les termes de Bernard Stiegler, les potentialités bénéfiques du pharmacone. Donc quand je travaillais par exemple avec Bernard Stiegler, nous avions, donc il n'y avait pas encore le développement de l'IA générative, mais personnellement je pense que l'IA générative doit être aussi comprise dans la continuité des IA de recommandation sur les réseaux sociaux, etc. Et donc je pense qu'il y a des ruptures, mais qu'il y a aussi des continuités entre tous ces dispositifs technologiques-là. Et donc par exemple nous travaillons sur la conception d'un réseau social alternatif pour notamment avec des publics, un public alors à la fois c'était un projet de recherche contributive, donc il y avait à la fois des citoyens comme vous et moi, et notamment des parents avec leurs enfants qui avaient constaté que la surexposition aux écrans de leurs enfants en fait était très nuisible pour leurs attentions, le développement du langage, etc., de la motricité. Il y avait aussi des médecins
des puéricultrices, des psychologues, etc. Et puis des chercheurs de différentes disciplines. Et notre idée, c'était de justement produire une intelligibilité de ce phénomène, d'inventer de nouvelles thérapeutiques, et peut-être aussi de faire appel justement à des designers, à des informaticiens, à des personnes qui travaillent dans le champ de l'ingénierie logicielle, pour développer un réseau social alternatif qui puisse permettre justement des échanges de bonnes pratiques, mais qui soit aussi pas seulement un réseau social numérique, mais articulé avec des nouveaux lieux de soins, vous voyez, dans un quartier de Saint-Denis. Donc en fait, ça, c'est vraiment développer, disons, des collectifs de recherche pour inventer les institutions et les organisations de demain qui nous permettront d'adopter ces technologies. Et aujourd'hui, je travaille donc avec une association, enfin moi je ne travaille pas vraiment, c'est eux qui travaillent, mais je suis très en lien avec eux parce que ce qu'ils font m'intéresse énormément. Une association qui s'appelle Tournesol, qui développe un algorithme de recommandation alternatif qui est basé sur les évaluations par les pairs de vidéos, de contenu vidéo, et l'algorithme se base sur les jugements humains pour recommander des vidéos qui sont jugées d'utilité publique. Et donc là, vous avez aussi, toujours, on est dans les algorithmes de recommandation, je suis d'accord, mais vous avez vraiment la transformation d'un poison, les algorithmes de recommandation développés par les grandes entreprises privées pour capter votre attention et puis vous cibler avec de la publicité, qui est renversé en remède, où on donne aux citoyens le pouvoir de dire quel contenu ils ont envie de recommander collectivement, vous voyez. Et puis je travaille aussi, là encore je travaille pas vraiment, mais disons nous travaillons un petit peu ensemble avec une artiste chercheuse qui s'appelle Judith Deschamps, qui a fait un projet lié aux technologies d'IA générative, dont elle va soutenir sa thèse bientôt, et elle a travaillé en EHPAD avec des personnes âgées, avec encore une fois un système de génération automatique de texte, et qui était censé les assister dans la rédaction de textes. Et donc, c'est des personnes qui ont évidemment des pathologies liées à la mémoire. Et donc là, même chose, la technique était encadrée dans un dispositif social, une organisation collective. Évidemment, alors elle n'a pas pu, comment dire, elle s'est basée sur des modèles de langage qui existaient déjà, mais elle les a beaucoup nourris aussi avec d'autres données. Donc c'est pas complètement transparent, mais quand même il y a un effort pour ouvrir la boîte noire, si je puis dire, et puis la nourrir avec des données qu'on comprend, etc. Et puis pour pouvoir utiliser ces dispositifs dans ce cadre-là. Et là, on retrouve justement vous voyez, ces systèmes algorithmiques qui, quand on les utilise au quotidien, risquent toujours de court-circuiter nos capacités d'expression, et bien là, ils viennent assister des nouvelles formes d'expressivité collective. Donc, vous voyez, et donc toutes ces personnes-là, ce sont des personnes avec qui je travaille de très près dans le cadre de projets de recherche, de colloques, etc., parce que je m'intéresse à cette dimension positive. Mais par contre, je crois qu'il ne faut pas du tout être naïf. C'est-à-dire que je suis d'accord pour penser la positivité de ces dispositifs, mais à condition de les comprendre, d'avoir la possibilité d'accéder à leur fonctionnement interne, de développer une culture collective de ces technologies et de les intégrer, encore une fois, à des processus sociaux, collectifs et thérapeutiques. Voilà, thérapeutique au sens très large, hein, pas seulement au sens de la médecine. Mais en tout cas, je rejoins votre remarque. Et vous avez raison aussi de dire, et excusez-moi si je dis ça, je ne le pensais pas, que tous les objets techniques ne sont pas des automates. Vous avez tout à fait raison. Cela dit, je pense qu'il y a de l'automatisation, même dans les calculs probabilistes. Alors voilà, peut-être que c'est là où il pourrait y avoir des débats, mais je pense en tout cas qu'on peut automatiser un certain nombre de capacités et de facultés avec ce type de machine à calculer, et qu'en ce sens, la qualification d'automate est pertinente. Cela dit, je vous rejoins aussi sur le fait qu'il y a toutes sortes de choses à comprendre quand on s'intéresse au fonctionnement de ces machines, et c'est absolument passionnant. Et quand je travaillais aussi dans le cadre du Conseil national du numérique, nous avions plaidé pour une culture technique numérique, pour le fait que nous puissions enseigner dès les plus jeunes générations, et pas forcément avec des IA, avec des écrans, etc., ce que c'est qu'un algorithme, comment ça fonctionne, pour donner aux citoyens le pouvoir de comprendre en fait le monde technologique dans lequel ils vivent. Ça, je crois que c'est très important. Donc moi, quand je parle d'automatisation, c'est effectivement un risque, mais vous avez raison. Il y a dans tout objet technique une signification, et pour pouvoir appréhender cette signification, il faut posséder, comme disait Simondon, la culture technique qui nous permet de la comprendre. Et donc ça, c'est aussi notre devoir, je crois, en tant que citoyen, d'œuvrer
pour disons, le développement d'une culture technique de ce type. C'est-à-dire qu'en tant que citoyens, nous ne devons pas être seulement des consommateurs de technologies. Nous devons aussi être en capacité de comprendre comment ces technologies fonctionnent et peut-être aussi, du coup, de critiquer parfois leur fonctionnement. Voilà. Merci. Une autre question? Bonsoir, je suis Laurent. C'est pareil, je dis je suis par rapport à ce que vous dites. Donc je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de jeunes dans l'Assemblée. Donc je disais qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, quelques-uns. Donc moi je suis en pleine interrogation et en méfiance de ce qui se passe depuis pas mal de temps, notamment j'ai un enfant, il a 20 ans maintenant, déjà je me posais la question sur les réseaux sociaux, donc il y a déjà 10 ans. Tous les problèmes qui s'engendrent, qui sont encore là, et qui vont être encore là. Donc je m'aperçois aussi qu'il y a une rupture de contact d'homme à homme, enfin de personne à personne. Quand je prends le métro, tous les gens sont sur leur téléphone, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de regard. Donc ce que je vais vous dire, c'est plus mes craintes et les visions de ce que j'ai depuis pas mal de temps. Donc ce qui m'intéresserait de savoir, c'est vous travaillez sur ces thématiques. Est-ce que c'est divulgué dans les médias parce qu'en fait, si je viens pas ici à cette conférence ou à d'autres, dans les médias, dans les chaînes télévisées, on n'a pas ces informations de ce qui est positif, négatif. Donc je pense que ça manque. Et voilà, hein, j'utilise. Et ça, c'est un petit répertoire. Hein. Je le prends, mon téléphone, c'est un temps en répertoire pour écrire. Et par exemple, aussi dans mon entourage, quand je suis avec des personnes, c'est pareil. Ils ont le téléphone, du coup on perd le contact, on perd la communication. Donc pour moi il y a une rupture, il y a une vraie rupture de communication de personne à personne. Et voilà. Donc c'est plus des inquiétudes que j'ai pour l'avenir. Et donc est-ce qu'il y a des ateliers, de la communication pour faire voir ce qui se passe réellement, parce que c'est aujourd'hui, mais demain, il va y avoir encore d'autres choses. La technologie évolue très très vite, et à mon avis, on n'est pas conscient de ce qui peut nous arriver. Est-ce qu'on peut anticiper la nouvelle technologie, jusqu'où ça va aller dans l'emploi aussi, parce que l'emploi va être touché. Déjà, il n'y en a pas assez pour tout le monde, mais là, ça va encore en enlever. Donc là, on est en Europe. Après, il y a d'autres pays, il y a les politiques, hein, évidemment, qui détiennent aussi comment les utiliser. Il y a les conflits. Là, ce qu'on voit, ce qui se passe en Ukraine, avec les guerres en Ukraine, ils ont utilisé les nouvelles technologies pour faire la guerre. Il n'y avait pas ça. Enfin, c'est pas de cette manière que les guerres étaient faites. Donc voilà, la nouvelle technologie arrive, il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent nous nuire et peut-être nous effacer. Oui, bah, écoutez, merci pour ces remarques. Je ne peux pas vraiment répondre parce que vous avez dit beaucoup de choses. Donc je ne sais pas très bien comment réagir, mais disons que... Enfin, je rebondis juste sur un point, sur la question
des risques de disparition des emplois. C'est vrai que là, je vous recommande de regarder un petit peu ce que disait Bernard Stiegler. Vous ne le trouverez pas dans les médias aujourd'hui, mais vous pouvez trouver des vidéos, des textes. Et je trouve que sa perspective était très intéressante parce que lui, il avait pour idée d'expérimenter un revenu contributif qui pourrait permettre de rémunérer des activités qui soient des activités où on pratique des savoirs collectifs qui sont utiles pour la société, pour la localité, pour le territoire, le groupe dans lequel on vit, parce qu'il pensait effectivement qu'il y avait un gros risque de diminution, disons, du nombre d'emplois et donc de chômage et donc de paupérisation, etc., avec toutes les conséquences absolument dramatiques que ça peut avoir. Et donc son idée, c'était de dire que il faudrait, d'une certaine manière, rééquilibrer les emplois parmi la population en répartissant le temps d'emploi et en diminuant le temps d'emploi de chacun, mais que à côté des emplois, eh bien, il faudrait valoriser en fait des activités contributives qui ont une utilité sociale, écologique, et les valoriser à travers justement ce revenu contributif qui rémunérerait les activités de partage, de transmission et de transformation des savoir-faire, des savoir-vivre, des savoir-penser. Parce que lui, ce qu'il craignait, c'était justement ce phénomène de prolétarisation généralisée, donc de perte des différents types de savoirs. Or, les savoirs dans les sociétés sont fondamentaux et ils permettent évidemment le renouvellement, disons, social, culturel, et puis la diversification aussi sociale, culturelle. Et les savoirs ne voulant pas dire ne pas utiliser de technologie. Au contraire, les exemples que vous avez donnés tout à l'heure montrent bien qu'il y a certains savoirs qui permettent de se réapproprier des technologies, de les changer, de les transformer, etc. Et donc, voilà. Donc je pense que ça, ce sont des perspectives, bien sûr, ce sont des questions politiques, évidemment, c'est des transformations sociales qui ne vont pas arriver demain, mais qu'on peut essayer d'expérimenter pour imaginer un avenir peut-être un peu plus réjouissant que l'automatisation généralisée, effectivement. Excusez-moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un chercheur... Attendez, madame, si vous voulez, prendre le micro pour que tout le monde puisse entendre. Voilà. J'ai eu l'occasion de rencontrer à la bibliothèque du tourisme, dans le 16e, l'année dernière, un chercheur au CRNS qui a parlé du crétinisme des enfants. C'est-à-dire que, en parlant au niveau de la lecture, vous voyez, sur le principe de la lecture, du livre, on regarde les écrans, il n'y a plus l'effet de l'imaginaire, qui est très important pour un être humain, vous voyez, l'effet, c'est fondamental, qui se perd, puisque là, on vous dirige vers des images, on vous impose des images, etc. Il n'y a plus de réflexion, hein. Dans la lecture, il y a le côté réflexion, et il disait « Nos enfants, tous des crétins ». Voilà, c'était le titre de son livre. Qu'est-ce que vous en pensez du crétinisme, à ce niveau-là? Encore une fois, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais je pense qu'il faut vraiment être un petit peu prudent sur ces questions. C'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises privées qui ont des stratégies de développement technologique et de marketing qui visent à capter nos attentions, à stimuler nos pulsions et en ce sens-là, qui peuvent risquer effectivement de nous... je ne dirais pas de nous abêtir ou de nous crétiniser, mais tout simplement, en fait, de court-circuiter nos capacités de réflexion, d'imagination, de désir. Mais encore une fois, cela n'est pas lié au numérique en tant que tel. Cela est lié à des stratégies économiques, politiques, industrielles. Et je pense que plutôt que de culpabiliser, si vous voulez, les plus jeunes générations qui utilisent ces dispositifs, nous devons essayer de faire cet effort collectif de nous demander mais quel type de technologie alternative voulons-nous développer? Encore une fois, des technologies herméneutiques, des technologies contributives, des technologies qui peuvent permettre l'interprétation, la discussion, le débat, la controverse. Regardez une plateforme comme Wikipédia, je cite aussi une plateforme comme Police, donc POL.is dans mon livre, dans la partie justement plus positive, qui permet de faire des débats collectifs à partir de propositions politiques. Chacun peut faire une proposition, puis disons voter pour les propositions qui lui semblent pertinentes, puis les groupes antagonistes sont identifiés, et en fait le but c'est de trouver une proposition qui permette de faire consensus dans différents groupes antagonistes par exemple. Donc ça permet un nouveau type de débat, vous voyez, et je pense qu'il ne faut pas
comment dire, il faut faire cet effort d'imaginer des technologies numériques alternatives plutôt que culpabiliser les utilisateurs des technologies numériques actuelles qui sont effectivement potentiellement très dangereuses. Mais interrogeons-nous sur les raisons de ces dangers. Et on verra que ces raisons tiennent bien plus, à mon avis, dans les modèles d'affaires des entreprises qui les développent, dans les idéologies politiques et anthropologiques qui sont sous-jacentes à ces dispositifs. Et à partir du moment où on aura pris conscience de ça, on pourra avoir envie de transformer ces technologies, vous voyez. Donc, je suis d'accord, il y a des risques très dangereux, très importants, à la fois pour les esprits individuels et pour la culture collective, comme je disais tout à l'heure, mais en même temps, évitons de faire porter le poids de la responsabilité sur les utilisateurs et essayons plutôt de réfléchir à des nouvelles manières de prendre soin collectivement des individus et aussi de nos milieux techniques numériques. Voilà. Question, madame, allez-y. Vous vouliez poser une question? Merci. Pardon? Vous vouliez poser une question? Oui, bien sûr. Allez-y, allez-y. Un grand merci à vous. Ma question, c'est concernant encore le débat sur l'intelligence artificielle. Et comme vous l'avez bien expliqué au début, ce sont des données qui ont été enregistrées par des humains, mais des données qui ont été déjà découvertes. Comme a dit monsieur, concernant la médecine, il y a un tas de diagnostics et je ne sais pas, sémiologie, si le patient présente ça, c'est ça, c'est ça. Donc, tout a été programmé. Et considérant que la science évolue à l'aide de nouvelles découvertes. Par exemple, pour la médecine, ce sont probablement des patients qui vont présenter des signes ou des symptômes inhabituels ou des trouvailles ou des traitements qui ne marchent pas, etc. Mais ça va faire réfléchir les humains pour pouvoir déboucher sur de nouvelles découvertes. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, comment pensez-vous que l'intelligence artificielle va contribuer à la découverte soit de nouvelles molécules de traitement, soit de nouvelles pathologies? Est-ce que ça va aider ou bien ça va régresser, puisque nous savons tous que l'évolution de l'être humain en particulier se fait à partir des problèmes qui lui portent à réfléchir et à faire des découvertes? Merci. Alors, je suis désolée, dans le champ de la médecine, je ne peux pas vous répondre en réalité, parce que je ne suis vraiment pas spécialiste, il faut aller au colloque de... Peut-être vous avez une réponse, mais parce que voilà, je n'ai pas travaillé dans ce champ-là, mais je pense voilà, simplement qu'il faut toujours avoir vraiment une vision pharmacologique de ces technologies, c'est-à-dire voir ce qu'elles apportent et aussi toujours envisager les risques. Juste un petit commentaire, ce qu'il racontait, c'est qu'en fait, il y a eu un séquençage en Islande de tous les génomes, une grande population, et qui prennent des banques de molécules, et que grâce à l'IA, ils vont beaucoup plus vite pour savoir quelles sont les molécules à tester par rapport à avant. Qu'en fait, l'industrie, au lieu de passer 4 ans à tester 10 000 molécules pour en trouver 2 qui font des médicaments, ils vont beaucoup plus vite. Et c'est un exemple qu'il nous dit tout à l'heure. Oui, voilà. Après, c'est toujours, mais ça, c'est très intéressant. Mais vous voyez, c'est toujours pharmacologique parce que d'autres vous diront, ça va aussi beaucoup plus vite pour créer des molécules très dangereuses qu'on peut répandre dans la société pour générer des pathologies graves, etc. Donc, voilà, je pense que après, dans le métier de médecin à proprement parler, j'imagine que ça transforme les pratiques et qu'effectivement il y a des pratiques qui vont devoir être réinventées et que l'important c'est de s'interroger collectivement sur la réinvention de ces pratiques. Vous voyez, quel nouveau savoir on va développer et comment faire pour ne pas déléguer encore une fois ces capacités d'interprétation, d'invention à des calculs, quoi. Voilà. Mais je ne peux pas vous en dire plus, je suis à un trop haut niveau de généralité et je ne connais pas assez le domaine médical pour répondre. Dernière Par question, contre, monsieur d'abord. C'est tellement complexe et nous sommes dans la naissance de AI, c'est ça que j'ai compris. Mais en fait, j'ai une question très basique, c'est vraiment pour nous, le citoyen simple, qui voudrait vraiment participer dans le règlement et surveiller l'évolution de AI. Je parle politiquement, collectivement, maintenant. Vous pouvez nous conseiller comment faire?
comment commencer? Écoutez, je peux vous conseiller de vous renseigner, tout simplement, de vous renseigner aussi sur les différentes perspectives que développent les différents partis politiques, parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes au sujet du numérique. Je vous recommande aussi tous les travaux qui ont été faits lorsque j'étais au Conseil national du numérique. Vous pouvez regarder sur le site. Il y a un site du Conseil national du numérique sur lequel vous trouvez les différents rapports qui ont été publiés. Moi, j'ai participé à plusieurs rapports. Il y en a un qui est sur la table ici. Et puis après, voilà, moi je donne beaucoup de références dans mes livres, de collectifs, d'associations avec lesquels je travaille aussi, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Vous pouvez aussi regarder les travaux de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui publie des choses. Vous pouvez regarder les travaux de la Quadrature du Net, qui est aussi un collectif qui travaille sur le droit et les libertés à l'ère numérique. Il y a beaucoup de collectifs en réalité, mais je ne peux pas tous vous les citer maintenant, donc voilà, je vous recommande mon livre, et puis vous pouvez aussi m'écrire par mail si vous avez besoin que je vous donne des adresses plus précises. Malheureusement, je vais devoir bientôt partir. Oui. Je voudrais savoir si un jour on peut rêver que l'IA serve pour prévoir les catastrophes naturelles. Écoutez, j'espère qu'il y a des personnes qui s'occupent de développer des systèmes d'IA qui permettent de prédire ce genre de choses. Je suis sûre que ça existe déjà. Merci à tous.